La suite du Grand Direct avec un débat consacré ce soir évidemment à la décision du cabinet Netanyahou d'adopter tout à l'heure donc la deuxième vague de libération de prisonniers palestiniens. Ce sera pour mardi soir, ça n'a pas été fait sans mal. On va en parler avec nos deux invités. Je salue Lali Deray qui est journaliste. Bonsoir Lali. Et David Chemla, bonsoir, qui est secrétaire européen du mouvement J-Call, qui est favorable évidemment à la paix négociée et aux deux États israéliens et palestiniens. Je voudrais, avant de parler de cette décision donc d'autoriser la libération de 26 détenus supplémentaires, un mot quand même sur le climat politique. Est-ce que vous n'êtes pas étonné quand même qu'il y ait encore un gouvernement, ce soir une coalition, avec cette polémique qui a pris quand même un tour très sérieux tout au long du week-end entre même membres de cette coalition du gouvernement? Lali Deray. Ouais, je pense que comme d'habitude la politique c'est l'art du possible et que si vous faites allusion aux partis qui sont plus à droite que le Likoud, c'est-à-dire le Bayit Yehoudi, qui s'oppose formellement donc à la libération des terroristes et à la poursuite des négociations, alors oui, ils comprennent très bien qu'ils n'ont pas trop le choix et que s'ils sortent de la coalition, les premiers, il y aura beaucoup de partis qui seraient très heureux de prendre leur place. Donc c'est un jeu politique en fait. C'est un jeu politique, ils ont compris qu'ils n'ont pas trop le choix et qu'ils doivent être là, même s'ils ne sont pas d'accord avec en tout cas le côté politique des décisions du cabinet Netanyahou. David Chemla, vous êtes étonné, vous, par cette décision de Bayit Yehoudi qui tire vraiment très fort sur le gouvernement? Je crois que c'est un peu la stratégie de Bayit Yehoudi de montrer qu'ils expriment le vrai courant nationaliste dans le pays et pour montrer que Netanyahou et le Likoud deviennent de plus en plus sur une position centriste. Donc c'est une façon politiquement de marquer des points sur la droite de Netanyahou, alors qu'ils savaient très bien, puisqu'ils participent à cette coalition, que ces négociations avaient prévu un échange de prisonniers et qu'on ne fait qu'appliquer les accords conclus déjà depuis le début. Alors Netanyahou, fragilisé ou pas par justement ces divisions qui ont éclaté au grand jour, qu'on soupçonnait quand même déjà, et qui arrivent quand même à tenir la barre selon vous? Non, à mon avis, je ne crois pas qu'il soit fragilisé du tout. Je crois qu'il mène sa barre très très bien, on peut le féliciter pour ça. Il a su taper du poing quand il a vu que ça avait justement, il y avait c'était un peu, l'équilibre au sein de la coalition était un peu mis en péril. Mais ça n'empêche pas que les décisions qu'il prend au sein de son parti déjà font jaser. On parlait du Bayit Yehoudi, mais même au sein du Likoud, il y a beaucoup de députés qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique et qui l'ont dit très clairement. Donc fragilisé, je dirais pas, mais je dirais que l'avenir nous dira si les décisions qu'il a prises vont avoir un impact sur son statut au niveau de chef du gouvernement. David Chemla. Je suis d'accord avec vous, il mène sa barre. Netanyahou sait qu'il a des alternatives au centre et à gauche s'il voulait changer de coalition. Le moment n'est pas encore arrivé. Personne, et je ne pense pas qu'autour de cette table nous ayons des informations sur le contenu des négociations, elles se poursuivent déjà depuis près de 3 mois. Donc il y aura un moment, et nous le savons, si ces négociations arrivent, auront un moment crucial, il faudra prendre des décisions, qu'avec cette coalition, il ne pourra pas arriver à aboutir à un accord avec les Palestiniens. Le minimum de ce que les Palestiniens accepteraient ne serait pas acceptable par le Bayit Yehoudi, c'est évident. Donc il y aura forcément une crise à ce moment-là. Et à ce moment-là, les choses se clarifieront peut-être. Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour prévoir ce qui va se passer dans les semaines, voire mois à venir. Alors il y avait quand même des arguments avancés par les uns et les autres qui méritent qu'on s'y arrête, notamment celui de dire qu'on va libérer donc des personnages qui ont été condamnés pour terrorisme, pour meurtre, alors que pour l'instant, il n'y a rien en échange et qu'au contraire, les Palestiniens continuent d'appeler au boycott. C'est comme si en fait on devait payer le droit d'entrer dans un magasin où on n'est pas certain de faire la moindre acquisition. On nous oblige, en fait, on nous pousse à donner quelque chose en échange de rien, en échange du droit d'entrer dans la chambre, comme l'a dit Madame Tzipi Livni, entrer dans la chambre pour négocier, et on paie ce prix-là, on paie le prix très fort, qui est un prix même, je pense qu'il est même inhumain, ce prix à payer. Exiger d'Israël qu'elle libère des terroristes qui ont assassiné des enfants, qui ont brûlé vifs des enfants. Moi je pense que c'est inhumain, et c'est surtout, c'est immoral. Parce que ça revient à dire que pour avoir la paix, alors il faudrait laisser des assassins d'enfants se promener dans les rues. Et dans les rues palestiniennes. Et moi, je pense que ça donne une mauvaise image, au contraire, de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui exige que Israël libère ces personnes-là. À quoi ça mène? Quelle est l'image que ça renvoie de l'autorité palestinienne à ce moment-là? Pour accepter de parler de paix,
On leur demande de libérer des assassins. Moi, ce prix-là, il me semble totalement inhumain. David Chemla, vous comprenez? Deux points. D'abord, il y avait une alternative au début quand les négociations ont repris, c'est-à-dire que pour que les Palestiniens acceptent de ne plus demander une reconnaissance unilatérale auprès de l'ONU comme ils étaient engagés à le faire à une époque, ils avaient donc demandé un gel de la colonisation, ce qui n'avait pas été le cas. Le gouvernement a préféré, dans le cadre de ces négociations, libérer des prisonniers plutôt que geler la colonisation. Parallèlement, aujourd'hui encore, on a annoncé des constructions nouvelles, des appels d'offres. Oui, à chaque fois, on a l'impression qu'on libère et on appelle à des constructions. Donc voilà, moi d'ailleurs, je trouve ça, on n'a pas à mettre ça sur le même niveau. Je partage avec vous également, j'ai aucune sympathie pour ces personnes qu'on libère, qui ont effectivement du sang sur les mains, qui ont fait des attentats horribles et qui ont touché des familles, etc. C'est évident. Mais ce sont nos ennemis, on fait la paix avec nos ennemis. Et je crois qu'il faudra un jour ou l'autre vivre côte à côte, et il faudra bien un jour trouver le moyen de dépasser la douleur. Il y a des familles, vous le savez, en Israël, les palestiniennes et israéliennes juives, qui ont perdu des proches dans les attentats et qui arrivent malgré tout ils ont créé une association qui s'appelle le Cercle des familles endeuillées, je crois que vous les avez invités déjà ici, qui arrive à dépasser la douleur et pouvoir bâtir un avenir commun. Donc il faudra qu'un jour on vive côte à côte dans cette région. Donc voilà, donc c'était un choix de libérer des prisonniers et de ne pas geler la colonisation. Maintenant, autre point important, si vous voulez, depuis 20 ans, les accords d'Oslo à peu près. Combien de négociations ont été entamées et ne se sont pas poursuivies? Combien de fois il y a eu des arrêts et des manques de confiance? Le plus important, c'est recréer la confiance entre les deux parties. On ne voit que le côté israélien, mais mettez-vous du côté palestinien. Que voient les Palestiniens depuis 20 ans de leur point de vue? Je ne prends pas parti pour eux, je ne suis pas pro-palestinien, je veux qu'Israël vive comme un État juif démocratique avec une majorité juive. Donc c'est ça mon seul intérêt. Donc que voient les Palestiniens? Ils voient la poursuite des implantations, colonisation, peu importe le terme qu'on donne. Que les Israéliens voient, ils voient effectivement, il y a eu des attentats depuis quelques années, et heureusement, il n'y a pas eu d'attentats. Et ils voient un Mahmoud Abbas qui, pour remercier Israël d'accepter de libérer encore 24 prisonniers mardi soir, fait appel 500 entreprises de par le monde pour leur demander de boycotter Israël. Donc, je veux dire, il y a quand même le climat de confiance, rétablir le climat de confiance, c'est très bien, mais des fois, j'ai l'impression, avant on disait de la droite qu'elle était déconnectée de la réalité, qu'elle était messianique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, c'est la gauche qui est complètement déconnectée de la réalité, qui poursuit un rêve messianique de paix de deux États. Moi, en tant que journaliste, j'ai écrit un dossier sur l'annexion, l'option de l'annexion. Alors ça fait hurler certaines personnes, mais d'autres se disent que oui, c'est peut-être la vraie paix. La vraie paix, c'est ça. Je me demande aussi si... moi, j'habite dans une localité, d'accord, qui a été construite par des Palestiniens. Quand je prends le café avec l'entrepreneur qui a construit ma maison, c'est la vraie paix. Cette annexion-là, vous parliez de vivre côte à côte, c'est peut-être en fait vivre côte à côte. Il y a beaucoup de place. Je vous invite dans ma petite localité, il y a de la place pour tout le monde. Alors, excusez-moi, juste une question. Je ne connais pas votre localité, mais j'ai souvent été aussi en Judée-Samarie, dans des implantations, discuter aussi avec des gens qui y habitent. Ce Palestinien, lui donnerez-vous le droit de vote à la Knesset si demain il y a un seul État? S'il s'engage à ne pas être dans le terrorisme. Donc ça veut dire que et vous connaissez bien aussi bien que moi le rapport démographique existant entre la Jordanie, entre le Jourdain et la Méditerranée. Vous connaissez à peu près le rapport démographique. Aujourd'hui, la démographie, on arrive à lui faire dire ce qu'on veut, parce que j'ai des rapports démographiques qui disent que le taux de natalité palestinien est en chute libre et qu'il n'y a aucun risque à annexer la Judée et la Samarie. Vous voulez un État, Israël, qui garderait toute la Cisjordanie, son caractère juif, avec pour l'instant 60% de juifs, qui deviendra peut-être demain 50% et peut-être après-demain 40%. Donc c'est la fin du sionisme que vous voulez. Je ne sais pas si c'est le débat, l'annexion. Non, mais tout est lié, tout est lié. Il faut faire un choix, le choix est douloureux. Mais c'est voir qu'est-ce qu'on veut. Si vous me dites, si le choix, l'alternative que vous me proposez, c'est un État palestinien aux côtés d'Israël, le danger me semble beaucoup plus grand que le danger peut-être d'un déséquilibre démographique. Au niveau sécuritaire, un État palestinien aux côtés d'Israël, c'est une menace
de vie ou de mort pour Israël. C'est une question de vie ou de mort pour Israël. Donc, dans cet état de fait, oui, en effet, je préfère l'option de l'annexion. Je préfère prendre ce risque-là que de prendre le risque de voir un État palestinien qui est capable qui pourra être aux mains du Hamas, comme ça a été le cas dans la bande de Gaza, ou alors qui pourrait jeter des missiles sur Jérusalem, sur Tel Aviv, sur Yafo, sur toutes les grandes villes israéliennes. Le risque existe. J'en suis conscient. Imaginez-vous une seconde, un missile lancé par un Palestinien de Ramallah ou de Jenin sur le cœur des villes israéliennes. Vous croyez comment réagira ça? Vous pensez qu'une seconde, l'État palestinien va pouvoir continuer à exister si c'était le cas? On réoccupera ce territoire. Si c'était le cas. Non, ce que je veux dire par là, que l'armée israélienne restera toujours la seule et unique garantie pour qu'Israël vive en sécurité. Je vous rappelle juste que dans la bande de Gaza, Ariel Sharon, quand il a proposé le plan de retrait unilatéral, c'était aussi ça. C'était on va sortir de la bande de Gaza au moindre missile qui tombe sur Israël, on leur rentre dedans et on fera le ménage. Et ben, je vous rappelle que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait des missiles qui tombaient sur Tel Aviv depuis la bande de Gaza. Donc ça semble que cette politique, elle ne marche pas très bien. Oui, mais ces missiles, entre nous, sont un danger certain, mais ce n'est pas un danger vital pour Israël. Parce qu'on peut aujourd'hui, non, je parle de ce qui s'est passé, je ne fais pas la prospective sur les années à venir, je parle de ce qui s'est passé entre Gaza et Israël depuis 2005, c'est 2005 que Sharon est sorti de Gaza. Non. Donc, il y a eu une vingtaine, une trentaine, je n'ai pas les chiffres, excusez-moi, de victimes israéliennes, des centaines de blessés, des centaines de Palestiniens qui ont été tués par des incursions israéliennes depuis. Mais à aucun moment, ça n'a posé un danger vital pour Israël. Je ne dis pas, Israël s'est défendu, je ne dis pas ça pour, justifier leurs attaques. Je veux dire qu'Israël s'est défendu et à chaque fois répliqué par la force. Et aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu qui est appliqué, en tout cas, parce que c'est une question de rapport de force. La politique, vous savez, c'est toujours un rapport de force. Israël, aujourd'hui, est en position de force et pourra toujours réagir s'il y a une quelconque menace sur ses frontières, qu'elle vienne de Gaza ou que ça vienne de Cisjordanie, réagira de cette façon. Par contre, un territoire entre Cisjordanie, Judée-Samarie et Israël, commun pour un seul État, là c'est le danger vital pour Israël. Parce que vous perdez et on perdra l'État juif auquel nous sommes, vous et moi, autant attachés. Parce qu'on ne sera plus une majorité. Et ça c'est vital. Est-ce que vous avez l'impression que justement le regain de tension observé ces derniers temps, et qui se concentre vraiment sur la Judée-Samarie, les territoires, là où les Palestiniens estiment que pour eux les implantations devraient stopper, est-ce que ça c'est la conséquence à votre avis de cette reprise des négociations ? Du fait qu'elle piétine. On sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une reprise des négociations, en effet, on a vu le terrorisme qui reprenait force en conséquence. Je voudrais juste rappeler que le soldat qui a été tué par son collègue palestinien, c'était dans le petit Israël, c'était pas en Judée-Samarie, donc dire que ça se concentre. Oui, il a été enlevé et emmené ensuite. Oui, parce que c'est plus facile au niveau technique, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Oui, en effet, je pense que je suis persuadée que c'est lié. Et que à chaque fois que... Vous savez, moi, je suis là depuis très longtemps en Israël. Et quand je suis arrivée, on pouvait se promener. J'habitais dans une localité. Enfin, je suis venue très vite habiter dans une localité. Et on pouvait se promener très librement dans Ramallah. Et puis, ils sont arrivés les accords d'Oslo. Et c'est à partir des accords d'Oslo qu'on ne pouvait plus mettre les pieds à Ramallah et qu'on était obligé de nous construire des routes de contournement qui font la vie très dure, qui rendent la vie très, très dure aux Palestiniens. Ce que je déplore. Je pense que oui, en effet, quand on donne le sentiment, cette espèce de schizophrénie, en fait, moi j'appelle ça la schizophrénie, ce que la politique que mène Netanyahou, cette espèce de schizophrénie de continuer à construire dans nos localités, parce qu'on n'arrête pas de construire dans nos localités. On a 4 ou 5 naissances par semaine, donc oui, on continue de construire chez nous. Et en même temps de donner le sentiment au monde entier qu'on a tort et que ce n'est pas notre place là-bas, cette schizophrénie, elle nous cause beaucoup, beaucoup de tort, énormément. Et je pense que les Palestiniens ont suffisamment d'intelligence pour sentir quand la personne qui est face à eux n'a pas confiance en elle. Donc ça, c'est le jeu politique, les concessions, on autorise des libérations. C'est le jeu politique. Moi, je ne mets pas ça au même niveau, si vous voulez. Les terroristes libérés, OK, avec tous les crimes qu'ils aient pu commettre,
d'abord, ce sont des gens qui ont passé plus de 20 ans souvent dans les prisons. La plupart, en tout cas, à ma connaissance, pour en tout cas les derniers qui ont été libérés ne sont pas revenus à des actes terroristes. Abbas a toujours dit que l'intifada était une erreur stratégique que les Palestiniens ont fait en 2001 quand ils ont commencé l'intifada. Donc aujourd'hui, on a un partenaire fiable et qui participe à la sécurité d'Israël, puisqu'il y a une coopération militaire entre l'autorité palestinienne et l'armée israélienne qui se fait, et ça, c'est au su de tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un partenaire fiable. Notre intérêt est de le renforcer. Fiable, libérer. Mais faible. Comment? Il est faible. Mais faible. Faible. Et justement, écoutez, que peut dire le Hamas s'est fait prévaloir d'avoir réussi à faire libérer 1000, rappelez-vous, avec l'affaire Gilad Shalit, 1000 prisonniers il y a quelques années qu'on a libéré Gilad Shalit. Pour cela, ils avaient kidnappé un soldat. Donc, pour montrer aux yeux de leur peuple qu'ils avaient une certaine capacité de mobiliser et de réussir à atteindre leurs objectifs, c'était en kidnappant un soldat. Abbas réussit, et heureusement, à faire libérer des prisonniers par la négociation. C'est beaucoup plus fort comme message, parce que ça montre que ce n'est pas par la force que l'on arrivera, pour eux, de leur point de vue, à faire libérer leurs prisonniers. Merci beaucoup. David Chemla, ce sera le mot de la fin. Merci Lali Doré, merci à tous les deux. Et donc, libération de prisonniers annoncée pour mardi soir. On y reviendra évidemment sur i24 News. Nouveau journal dans un instant. À tout à l'heure.